Le 23 juillet 1983, 5 jeunes scouts de la troupe Saint-Michel de Bordeaux disparurent sans laisser de traces lors de leur dernière nuit de camp d'été dans la forêt des Landes, transformant ce qui devait être une aventure mémorable en l'un des mystères les plus troublants de l'histoire du scoutisme français. Thomas Dubois, 14 ans, le chef de patrouille responsable et déterminé qui rêvait de devenir guide de montagne. Antoine Moreau, 13 ans, le petit génie qui connaissait chaque étoile du ciel et documentait méticuleusement ses observations astronomiques. Pierre Rousseau, 15 ans, l'athlète de la troupe qui excellait dans toutes les activités physiques et inspirait les plus jeunes. Lucas Martin, 12 ans, le plus jeune, mais aussi le plus courageux, toujours prêt à relever les défis. Et Julien Lefebvre, 14 ans, l'artiste passionné qui documentait chaque moment avec son appareil photo vintage, hérité de son grand-père. Nous allons faire une dernière exploration nocturne pour observer les étoiles filantes, avait déclaré Thomas à leur chef de camp, Michel Durand. Vers 22h30, ses yeux brillants d'excitation juvénile dans la lueur dansante du feu de camp. Nous serons de retour avant minuit. Promis. Antoine a repéré une clairière parfaite pour l'observation astronomique. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Le chef Durand avait hésité un moment, observant les visages enthousiastes des garçons éclairés par les flammes orangées, qui crépitaient doucement dans l'air chaud et humide de cette nuit d'été landaise. D'accord, mais restez ensemble et ne vous éloignez pas du sentier principal, avait-il répondu en ajustant sa casquette de scout, tout en pointant vers la carte plastifiée étalée sur la table de camping. Et prenez vos sifflets d'urgence, vos lampes de poche avec pile de rechange et la radio portable. Les 5 amis avaient acquiescé avec enthousiasme, ramassant leurs équipements avec l'excitation caractéristique de l'adolescence, leur rire résonnant dans l'atmosphère paisible de la forêt qui allait bientôt devenir le théâtre d'une tragédie inexplicable. Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer que cette innocente aventure nocturne serait leur dernière, et que leur disparition déclencherait l'une des recherches les plus massives de l'histoire de la région, impliquant des centaines de bénévoles, des chiens de recherche spécialisés, des hélicoptères militaires et même des unités d'élite de l'armée française. 14 ans plus tard, une découverte macabre dans les profondeurs cachées de la forêt révélerait enfin la vérité choquante sur ce qui était arrivé aux 5 jeunes scouts cette nuit fatidique. Une vérité si perturbante qu'elle changerait à jamais les protocoles de sécurité des camps de scouts en France et marquerait l'histoire du scoutisme européen. Quand minuit sonna et que les 5 scouts n'étaient toujours pas revenus au campement, Michel Durand sentit une boule d'angoisse se former dans son estomac, ses mains commençant à trembler légèrement alors qu'il vérifiait sa montre pour la 10e fois en 5 minutes, l'inquiétude grandissant comme une marée noire dans son esprit. Ils ont peut-être trouvé quelque chose d'extraordinaire et ont perdu la notion du temps en observant les étoiles, murmura-t-il à son assistant, Jean-Claude Petit, tout en essayant de masquer l'inquiétude croissante dans sa voix, qui trahissait néanmoins son trouble profond. Mais au fond de lui, quelque chose ne collait pas. Thomas était trop responsable et discipliné pour ne pas respecter un horaire, surtout avec les plus jeunes sous sa responsabilité directe, et Antoine était obsédé par la ponctualité depuis son enfance. À 1h du matin, l'inquiétude s'était transformée en panique pure et viscérale, et Durand réveilla tous les autres scouts du camp, organisant des équipes de recherche improvisées avec des lampes de poche qui perçaient faiblement l'obscurité dense et oppressante de la forêt landaise. « Thomas, Antoine, Pierre, Lucas, Julien !» criaient-ils en chœur, leur voix se perdant dans l'immensité verte qui semblait soudain hostile et menaçante, transformée en un labyrinthe cauchemardesque. L'écho de leurs appels désespérés revenait vide, sans réponse, créant une atmosphère de plus en plus oppressante qui glaçait le sang de tous les participants à cette recherche nocturne improvisée. Les heures s'égrenaient avec une lenteur insoutenable, chaque minute semblant durer une éternité pour les chercheurs qui scrutaient chaque buisson, chaque arbre, chaque recoin de la forêt, avec l'espoir diminuant de retrouver les 5 garçons sains et saufs. À l'aube, quand les premiers rayons de soleil filtrèrent à travers la canopée dense,
projetant des ombres longues et inquiétantes sur le sol moussu. Il était évident que quelque chose de terrible et d'inexplicable s'était produit. « Nous devons appeler la gendarmerie immédiatement », déclara Durand d'une voix brisée par l'émotion, ses yeux rougis par une nuit blanche passée à chercher désespérément dans l'obscurité. « Et les parents? Mon Dieu, comment vais-je expliquer cela aux parents? Comment leur dire que j'ai perdu leurs enfants ?» Les gendarmes arrivèrent vers 8 heures du matin, suivis rapidement par des équipes cynophiles, spécialisées dans la recherche de personnes disparues. Leurs chiens reniflant méthodiquement chaque centimètre carré du campement et des sentiers environnants avec une précision scientifique. Mais les pistes s'arrêtaient net à environ 500 mètres du camp, près d'une clairière isolée, comme si les 5 garçons s'étaient simplement évaporés dans l'air nocturne, ne laissant derrière eux que des empreintes de pas qui se perdaient mystérieusement dans la mousse humide de la forêt, défiant toute logique et toute explication rationnelle. Les jours qui suivirent à la disparition se transformèrent en un cauchemar éveillé pour les familles des 5 scouts, qui convergèrent vers la forêt des Landes dans un état de panique et de désespoir indescriptible, leur vie basculant instantanément dans un abîme d'angoisse et d'incertitude. Madame Dubois, la mère de Thomas, s'effondra en larmes incontrôlables en voyant la tente vide de son fils, ses sanglots déchirants résonnant à travers tout le campement et brisant le cœur de tous ceux qui l'entendaient pleurer son enfant disparu. Il devait rentrer dimanche pour son 15e anniversaire, hoqueta-t-elle entre ses pleurs, serrant contre elle le sac de couchage encore imprégné de l'odeur familière de son enfant. Cette odeur unique qui la ramenait au câlin du soir. J'avais préparé son gâteau au chocolat préféré avec 15 bougies. Il adore souffler les bougies et faire des vœux depuis qu'il est tout petit. Les parents d'Antoine, tous deux professeurs de sciences à l'université de Bordeaux, arrivèrent avec des cartes topographiques détaillées, des boussoles de précision et des instruments de navigation, déterminés à organiser une recherche scientifique et méthodique basée sur leurs connaissances techniques. Antoine connaît les constellations mieux que quiconque de son âge, expliqua son père d'une voix tremblante d'espoir désespéré, montrant le carnet d'observations astronomiques que son fils tenait religieusement. S'ils sont perdus quelque part dans cette forêt, il saura utiliser les étoiles pour les guider vers la sécurité. Il faut juste leur donner du temps et continuer à chercher. Mais les heures se transformèrent en jours interminables et les jours en semaines angoissantes, sans aucun signe des 5 garçons disparus, comme s'ils avaient été engloutis par la terre elle-même. La recherche officielle mobilisa plus de 300 personnes dévouées, incluant des gendarmes expérimentés, des pompiers volontaires, des bénévoles locaux courageux, et même des unités spécialisées de l'armée française équipées d'hélicoptères de reconnaissance et de matériel de détection thermique de pointe. Les médias nationaux s'emparèrent rapidement de l'histoire, transformant la paisible forêt des Landes en un cirque médiatique où journalistes et caméramens se bousculaient pour obtenir des interviews exclusives avec les familles endeuillées et les témoins de cette tragédie inexpliquée. « Nous ne perdrons jamais espoir, jamais », déclara le père de Pierre lors d'une conférence de presse improvisée, ses poings serrés et sa mâchoire crispée trahissant la rage qu'il ressentait face à son impuissance totale. « Nos fils sont quelque part là-bas dans cette forêt. Ils sont vivants, et nous les ramènerons à la maison coûte que coûte. » Psychologues spécialisés et travailleurs sociaux expérimentés furent appelés pour soutenir les familles dans cette épreuve. Mais rien ne pouvait apaiser la douleur lancinante de ne pas savoir ce qui était arrivé à leurs enfants bien-aimés. Cette incertitude qui rongeait leurs âmes jour et nuit. L'enquête officielle, menée par le capitaine de gendarmerie François Bertrand, un homme méticuleux et expérimenté avec 20 ans d'expérience dans les affaires complexes de personnes disparues, révéla rapidement des éléments troublants qui transformèrent une simple recherche de scouts perdus en une investigation criminelle de grande envergure. « Il y a quelque chose qui ne colle absolument pas dans cette histoire », confia-t-il à son adjoint, le lieutenant Marie Dubois, en examinant minutieusement les preuves collectées sur la scène avec l'œil expert d'un enquêteur chevronné. 5 garçons expérimentés et bien entraînés ne disparaissent pas simplement comme ça dans la nature, surtout avec un chef de patrouille aussi responsable et méticuleux que Thomas Dubois.
L'analyse forensique des empreintes de pas révéla qu'elles s'arrêtaient brusquement près d'une clairière isolée, comme si les garçons avaient été soulevés du sol par une force invisible ou avaient involontairement effacé leurs traces. Une technique de camouflage qu'ils n'auraient jamais connue à leur âge. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrirent des traces fraîches de pneus de véhicules sur un chemin forestier abandonné depuis des années, à environ 1 kilomètre du point où les empreintes disparaissaient mystérieusement, suggérant qu'une voiture ou un camion avait été garé là très récemment. Quelqu'un les attendait délibérément, murmura Bertrand en photographiant méticuleusement les marques de pneus avec son appareil Polaroid professionnel, documentant chaque détail qui pourrait s'avérer crucial. Cette disparition n'est absolument pas accidentelle. Nous avons affaire à un enlèvement prémédité. L'enquête s'étendit immédiatement pour inclure tous les adultes présents au camp, y compris Michel Durand et son assistant Jean-Claude Petit, qui furent soumis à des interrogatoires approfondis et à des tests de détecteurs de mensonges, administrés par des experts en psychologie criminelle. Durand, rongé par la culpabilité et le remords, coopéra pleinement avec les enquêteurs, fournissant des détails minutieux sur les dernières heures avant la disparition, revivant chaque moment avec une précision douloureuse. « J'aurais dû les accompagner dans cette exploration nocturne », répétait-il obsessionnellement, ses mains tremblant chaque fois qu'il évoquait cette nuit fatidique qui entrait ses cauchemars pour le reste de sa vie. « C'est entièrement ma faute. J'étais responsable de leur sécurité et je les ai laissés partir seuls dans l'obscurité. » L'investigation révéla également que plusieurs individus suspects avaient été aperçus dans la région dans les jours précédant la disparition, incluant un homme mystérieux en camionnette blanche qui avait été vu observant le campement à travers des jumelles depuis la lisière de la forêt, comportement qui avait inquiété plusieurs témoins locaux. Malgré tous ces indices troublants et prometteurs, l'enquête piétina pendant des mois frustrants, les pistes se refroidissant une à une, sans mener à des arrestations concrètes ou à la découverte des corps des 5 scouts disparus dans des circonstances si mystérieuses. Les années passèrent avec une lenteur cruelle et impitoyable pour les familles des scouts disparus, qui refusèrent catégoriquement d'abandonner l'espoir malgré l'absence totale de nouvelles pistes ou de développements significatifs dans l'enquête officielle qui semblait s'enliser dans les méandres bureaucratiques. Les Dubois transformèrent leur maison familiale en véritable centre de coordination pour les recherches privées, couvrant méthodiquement les murs de cartes détaillées, de photos agrandies des garçons et de chronologies méticuleuses des événements de cette nuit fatidique qui avaient bouleversé leurs existences. « Thomas reviendra à la maison, j'en suis absolument certaine », répétait inlassablement Madame Dubois, ses cheveux ayant prématurément blanchi sous le stress constant et le chagrin profond qui la rongeait jour après jour. « Je le sens dans mon cœur de mère, cette intuition maternelle qui ne trompe jamais. Il est quelque part là-bas, il lutte pour survivre, et il essaie de rentrer à la maison. » Chaque année, religieusement, le 23 juillet, les 5 familles se retrouvaient à l'emplacement exact de l'ancien camp pour une cérémonie commémorative émouvante, déposant des fleurs fraîches et allumant des bougies parfumées en mémoire de leur fils disparu, créant un rituel sacré de souvenirs. Ces rassemblements annuels attiraient des dizaines de bénévoles fidèles et d'anciens scouts qui n'avaient jamais oublié la tragédie, créant une communauté soudée par le chagrin partagé et l'espoir collectif qui refusait de mourir. Le père d'Antoine, devenu obsédé par l'affaire au point de négliger sa carrière universitaire, consacra toutes ses économies familiales à engager des détectives privés réputés, et même des médiums controversés, explorant chaque piste possible, même les plus farfelues et irrationnelles. La science peut expliquer beaucoup de phénomènes complexes, disait-il en montrant ses dossiers volumineux remplis de théories élaborées et d'hypothèses scientifiques. Mais parfois, il faut faire appel à d'autres moyens, plus spirituels, pour trouver la vérité cachée derrière les mystères inexpliqués. Des journalistes d'investigation spécialisés continuaient à s'intéresser périodiquement à l'affaire, publiant régulièrement des articles anniversaires détaillés qui maintenaient l'histoire dans la conscience publique et généraient sporadiquement de nouveaux témoignages de personnes qui pensaient avoir vu quelque chose d'important cette nuit-là. L'affaire des scouts disparus était progressivement devenue une véritable légende locale,
racontée avec respect autour des feux de camp et transmise fidèlement de génération en génération, comme un avertissement solennel sur les dangers cachés et imprévisibles de la forêt mystérieuse. Certains habitants superstitieux de la région juraient avoir aperçu les fantômes des 5 garçons errant silencieusement dans les bois par les nuits de pleine lune, leurs voix enfantines appelant désespérément à l'aide, portées par le vent nocturne qui murmurait leur nom dans les branches. Malgré le passage inexorable du temps, l'enquête officielle restait techniquement ouverte dans les dossiers de la gendarmerie, bien que les ressources humaines et financières qui lui étaient consacrées aient considérablement diminué au fil des années budgétaires, laissant les familles avec infiniment plus de questions douloureuses que de réponses satisfaisantes. En septembre 1997, 14 ans exactement après la disparition qui avait marqué à jamais la région et traumatisé une génération entière, un groupe de chasseurs de sangliers expérimentés dirigé par Henri Lacoste, un forestier chevronné de 58 ans qui connaissait chaque sentier de la région, fit une découverte macabre qui allait enfin révéler la vérité horrifiante sur le sort des 5 scouts disparus. « Il y a quelque chose d'étrange et d'inquiétant ici », murmura Lacoste à ses compagnons de chasse en s'arrêtant brusquement près d'un affleurement rocheux couvert de mousse verdâtre, ses chiens de chasse montrant des signes d'agitation inhabituelle et de nervosité extrême. L'air sentait la terre humide mélangée à une odeur de décomposition ancienne, une puanteur âcre et persistante qui leur piquait désagréablement les narines et les mettait profondément mal à l'aise, créant une atmosphère oppressante. En écartant méthodiquement la végétation dense qui avait poussé sauvagement au fil des années, formant un rideau naturel impénétrable, ils découvrirent l'entrée dissimulée d'une grotte naturelle qui ne figurait sur aucune carte officielle de la région, habilement cachée par des rochers et des ronces qui semblaient avoir été délibérément arrangés pour la dissimuler aux regards indiscrets. « Mon Dieu Tout-Puissant !» chuchota l'un des chasseurs d'une voix tremblante en éclairant prudemment l'intérieur avec sa lampe de poche puissante, révélant des objets qui brillaient faiblement dans l'obscurité humide et glaciale de la cavité souterraine. À l'intérieur de la grotte, parfaitement préservée par l'air sec et frais de la cavité naturelle qui avait agi comme un conservateur, ils trouvèrent les sacs à dos reconnaissables des 5 scouts, leurs noms encore parfaitement lisibles sur les étiquettes décolorées par le temps, mais miraculeusement préservés. Les sacs contenaient précieusement leurs effets personnels les plus chers. L'appareil photo vintage de Julien, avec sa dernière pellicule non développée qui contenait potentiellement les dernières images de leur vie. Le carnet d'observations astronomiques d'Antoine, rempli de ses notes méticuleuses et de ses dessins de constellations. La boussole de précision de Thomas gravée de ses initiales par son grand-père. Et d'autres souvenirs poignants de leur dernière aventure scout. Mais ce qui glaça littéralement le sang des chasseurs expérimentés fut la découverte terrifiante, au fond obscur de la grotte, de 5 squelettes humains, disposés en cercle parfait, leurs os blanchis par le temps, mais encore partiellement revêtus des lambeaux reconnaissables de leurs uniformes de scouts, aux couleurs caractéristiques. « Il faut appeler la gendarmerie immédiatement et ne toucher à absolument rien », déclara Lacoste d'une voix tremblante d'émotion, ses mains cherchant fébrilement son téléphone portable dans sa poche. « Et surtout, personne ne touche à rien du tout. C'est manifestement une scène de crime qui a été préservée pendant 14 ans. Ini !» La nouvelle de cette découverte macabre se répandit comme une traînée de poudre à travers toute la région, ramenant instantanément l'affaire des scouts disparus sous les projecteurs médiatiques nationaux et rouvrant brutalement des blessures émotionnelles que 14 années de silence n'avaient pas réussi à cicatriser complètement dans le cœur des familles endeuillées. L'arrivée des équipes spécialisées de police scientifique et du médecin légiste réputé docteur Catherine Moreau transforma rapidement la grotte paisible en une scène d'investigation complexe et méthodique, éclairée par de puissants projecteurs professionnels qui chassaient impitoyablement les ombres et révélaient chaque détail macabre de cette découverte attendue depuis si longtemps par les familles. L'état de conservation des restes est absolument remarquable et exceptionnel, observa Dr. Moreau en examinant minutieusement les ossements avec ses instruments de précision, ses gants de latex crissant contre les os anciens dans le silence oppressant de la grotte.
l'environnement unique de cette grotte a agi comme un conservateur naturel parfait, ce qui va nous permettre d'obtenir une quantité considérable d'informations cruciales sur ce qui s'est exactement passé ici il y a 14 ans. L'analyse préliminaire révéla immédiatement des éléments troublants et choquants qui confirmèrent définitivement les soupçons de meurtre prémédité. Plusieurs des squelettes présentaient des fractures caractéristiques au crâne et des marques distinctives sur les os longs qui suggéraient clairement l'utilisation d'armes contondantes lourdes, utilisées avec une violence extrême. Plus choquante encore pour les enquêteurs expérimentés, les corps avaient été délibérément et méticuleusement arrangés en cercles parfaits, avec leurs mains squelettiques jointes au centre géométrique, dans une mise en scène macabre et ritualisée, qui indiquait sans aucun doute possible un rituel psychologique spécifique ou une signature comportementale caractéristique. « Ce n'est absolument pas un accident ou une mort naturelle », déclara fermement le commandant Bertrand, maintenant promu après des années de service exemplaire, en observant la scène avec l'œil expert et expérimenté de quelqu'un qui avait passé 14 longues années à chercher désespérément ces réponses cruciales. Quelqu'un a délibérément assassiné ces 5 enfants innocents et a pris le temps nécessaire pour mettre en scène leur corps selon un plan précis. Nous avons manifestement affaire à un psychopathe organisé et méthodique. L'appareil photo vintage de Julien, miraculeusement préservé dans son étui étanche de qualité professionnelle, contenait une pellicule qui fut développée avec des précautions extrêmes par les techniciens spécialisés de la police scientifique dans leur laboratoire sécurisé. Les dernières photos révélèrent des images troublantes et déchirantes. Les 5 garçons souriants et insouciants autour de leur feu de camp crépitant, puis des clichés flous et tremblants pris dans l'obscurité totale qui montraient une silhouette menaçante et imposante, s'approchant lentement de leur groupe vulnérable. Il a courageusement documenté sa propre mort et celle de ses amis, murmura l'un des enquêteurs expérimentés, en examinant attentivement les photos sous une loupe puissante, ému par le courage du jeune garçon. Ce gamin héroïque a eu le réflexe et la présence d'esprit de prendre des photos de leur agresseur, même dans ces circonstances terrifiantes. La dernière image, bien que floue et prise dans des conditions de faible luminosité extrême, montrait avec une clarté suffisante le visage distinctif d'un homme d'âge moyen, avec une barbe caractéristique et des yeux perçants, qui semblaient lui fixer directement l'objectif avec une intensité glaçante. Cette photographie allait devenir la pièce maîtresse absolue de l'enquête renouvelée, offrant enfin un visage concret à mettre sur le monstre qui avait brutalement détruit 5 jeunes vies prometteuses et brisé irrémédiablement autant de familles aimantes. L'identification de l'homme mystérieux sur la photo courageusement prise par Julien déclencha une enquête fédérale intensive, qui mobilisa des ressources considérables et utilisa des technologies révolutionnaires d'analyse faciale qui n'existaient pas en 1983, permettant aux enquêteurs de créer un portrait robot d'une précision remarquable et de le comparer systématiquement aux bases de données criminelles nationales et internationales. « Nous le tenons enfin », annonça solennellement le commandant Bertrand lors d'une conférence de presse tendue et très attendue, brandissant l'agrandissement professionnel de la photo fatidique devant les caméras du monde entier. Cet homme sera identifié et traduit en justice pour ses crimes atroces, même si cela doit prendre encore 14 années supplémentaires de recherches acharnées. L'appel à témoins massif généré par la diffusion nationale et internationale de la photo produisit rapidement des résultats concrets et encourageants. Plusieurs personnes reconnurent immédiatement l'homme comme étant Marcel Fontaine, un ancien garde forestier de 45 ans qui avait travaillé dans la région des Landes au début des années 80, avant de disparaître mystérieusement et soudainement peu après les meurtres, éveillant rétrospectivement les soupçons. Les archives administratives révélèrent que Fontaine avait un casier judiciaire particulièrement troublant et inquiétant, incluant des accusations graves d'agression sexuelle sur mineurs qui avaient été classées sans suite faute de preuves suffisantes à l'époque, et qu'il avait été licencié de son poste de garde forestier pour comportement inapproprié et déplacé envers de jeunes campeurs visitant la région. Il connaissait parfaitement chaque sentier de cette forêt comme sa poche, expliqua son ancien superviseur lors d'un interrogatoire approfondi mené par les enquêteurs.
Il savait exactement où cacher des corps pour qu'ils ne soient jamais retrouvés par les recherches conventionnelles. Et il avait développé une obsession malsaine et dangereuse pour les groupes de scouts qui venaient régulièrement camper dans son secteur de surveillance. La traque internationale de Fontaine mena les enquêteurs spécialisés à travers toute l'Europe, suivant une piste complexe qui révéla qu'il avait vécu sous de multiples fausses identités, soigneusement construites en Espagne, en Italie et finalement en Allemagne, où il avait été arrêté en 1995 pour des crimes similaires et révoltants contre des enfants innocents. Ironiquement et tragiquement, il était mort en prison allemande en 1996, juste une année avant la découverte des corps, emportant ses secrets les plus sombres dans la tombe et privant cruellement les familles de la satisfaction légitime de le voir jugé et condamné pour ces crimes atroces. Au moins, nous savons maintenant la vérité complète, déclara courageusement Madame Dubois lors d'une interview télévisée particulièrement émouvante, ses larmes coulant librement sur ses joues, creusées par des années de chagrin et d'incertitude. Nos fils bien-aimés peuvent enfin reposer en paix dans nos cœurs, et ce monstre ne fera plus jamais de mal à d'autres enfants innocents. L'enquête approfondie révéla également que Fontaine avait probablement attiré les scouts vers la grotte en se faisant passer pour un garde forestier en détresse, exploitant cyniquement leur nature serviable et leur formation scout, qui les poussait à aider les autres pour les mener traîtreusement vers leur mort. Les funérailles collectives des 5 scouts, organisées avec une solennité exceptionnelle 14 ans après leur disparition tragique, rassemblèrent des milliers de personnes émues dans la majestueuse cathédrale Saint-André de Bordeaux, transformant cette cérémonie en un moment de recueillement national qui dépassa largement les frontières de la région aquitaine et toucha le cœur de la France entière. « Ils sont enfin rentrés à la maison pour l'éternité », sanglota le père de Lucas en portant avec une dignité bouleversante le petit cercueil de son fils, ses épaules secouées par des années de chagrin refoulé qui explosaient enfin au grand jour dans cette cathédrale remplie d'émotions. Les cercueils, drapés respectueusement des couleurs officielles du scoutisme français et couverts de badges et d'insignes offerts par des troupes de scouts du monde entier en signe de solidarité, furent portés par d'anciens scouts devenus adultes, qui avaient de grandi avec le poids constant de cette tragédie dans leur cœur. L'évêque de Bordeaux prononça une homélie particulièrement poignante sur l'innocence brutalement perdue et la résilience remarquable de l'esprit humain face à l'adversité la plus cruelle, tandis que la chorale cathédrale entonnait avec émotion les chants scouts traditionnels que les 5 garçons avaient aimés et chantés avec enthousiasme. Le président de la République française envoya personnellement un représentant officiel de haut rang, reconnaissant publiquement l'impact national profond de cette affaire et l'importance cruciale de protéger efficacement la jeunesse française contre de tels prédateurs sans scrupules. Ces 5 jeunes héros représentent authentiquement tout ce qu'il y a de meilleur et de plus noble dans le scoutisme français, déclara solennellement le représentant présidentiel devant l'Assemblée recueillie. Leur mémoire sacrée nous rappelle constamment notre devoir absolu de protéger nos enfants et de ne jamais abandonner la recherche de la vérité et de la justice. L'affaire conduisit directement à des réformes majeures et révolutionnaires dans l'organisation des camps de scouts en France, avec l'implémentation obligatoire de nouveaux protocoles de sécurité stricts, de systèmes de communication d'urgence sophistiqués et de vérifications approfondies des antécédents de tous les adultes travaillant avec des mineurs. Un mémorial permanent en bronze fut solennellement érigé à l'emplacement exact de l'ancien camp, où une plaque commémorative porte gravés les noms des 5 scouts, avec l'inscription émouvante « Morts en service de l'aventure et de la fraternité scout ». Leur courage inspire les générations futures. Chaque année, religieusement, le 23 juillet, des centaines de scouts de toute la France se rassemblent pour une veillée commémorative émouvante, promettant solennellement de ne jamais oublier Thomas, Antoine, Pierre, Lucas et Julien, et de continuer à incarner fidèlement les valeurs qu'ils représentaient. L'histoire tragique de leur disparition et de leur découverte est maintenant enseignée obligatoirement dans toutes les formations de chefs scouts, servant d'avertissement permanent sur les dangers qui peuvent menacer les jeunes en situation de vulnérabilité dans la nature.
Aujourd'hui, plus de 40 ans après cette nuit fatidique de juillet 1983 qui a marqué à jamais l'histoire du scoutisme français, l'histoire des 5 scouts disparus continue de résonner puissamment à travers la France et au-delà des frontières, servant de rappel poignant et permanent de l'importance cruciale de la vigilance et de la protection absolue de l'enfance dans toutes les activités de plein air et d'aventure. La Fondation Thomas Antoine Pierre Lucas Julien, créée avec détermination par les familles endeuillées, a financé généreusement des programmes de sécurité révolutionnaires dans plus de 500 camps de jeunes à travers l'Europe entière, s'assurant que la tragédie de leur fils serve efficacement à protéger d'autres enfants de destins similaires et terrifiants. Michel Durand, l'ancien chef de camp rongé par la culpabilité pendant des décennies, consacra entièrement le reste de sa vie à développer des protocoles de sécurité révolutionnaires qui sont maintenant utilisés internationalement, transformant son sentiment de responsabilité en force positive pour le mouvement scout mondial. « Je ne pourrai jamais me pardonner de les avoir laissés partir cette nuit-là », confie-t-il lors d'interviews rares et douloureuses, ses cheveux maintenant complètement blancs et ses mains toujours tremblantes quand il évoque cette période sombre. Mais je peux m'assurer que d'autres enfants ne vivront jamais ce qu'ils ont vécu dans cette grotte. La grotte où furent découverts les corps a été définitivement scellée et transformée en mémorial naturel sacré, où des plaques commémoratives racontent l'histoire des 5 amis et leur passion pour l'aventure scout qui les avait menés à leur perte tragique. Des milliers de visiteurs viennent chaque année rendre hommage respectueusement, laissant des fleurs fraîches, des badges scouts colorés et des messages d'espoir pour les familles qui ont courageusement transformé leur douleur en mission de protection. Les techniques d'investigation révolutionnaires développées spécifiquement pour résoudre cette affaire ont révolutionné les enquêtes de personnes disparues en France, avec la création d'unités spécialisées et de bases de données nationales qui ont permis de résoudre des centaines d'autres cas similaires. L'appareil photo de Julien, qui avait courageusement capturé les derniers moments de leur vie, est exposé avec respect au Musée national du scoutisme, comme symbole du courage et de la présence d'esprit que peuvent montrer les jeunes, même face au danger mortel le plus terrifiant. Les familles, maintenant grands-parents aimants, continuent de se réunir chaque année, partageant des histoires sur leurs fils et maintenant leurs petits-enfants, qui portent fièrement l'héritage scout de leurs oncles disparus. L'histoire de Thomas, Antoine, Pierre, Lucas et Julien est devenue une légende moderne du scoutisme, enseignée dans les écoles et racontée autour des feux de camp comme un rappel que l'aventure et la découverte doivent toujours être équilibrées avec la prudence et la sécurité. Leur mémoire vit dans chaque jeune scout qui apprend les règles de sécurité, dans chaque chef qui vérifie 2 fois ses protocoles, et dans chaque parent qui fait confiance au mouvement scout pour protéger ce qu'ils ont de plus précieux, leurs enfants et leur innocence.